on va tout de suite, le temps nécessaire à la technique, de changer d'intervenant et passer à notre dernière table ronde de la journée, où on passe sur un sujet plus technique, qui est celui d'opérations d'autoconsommation individuelle sur le réseau HTA. Donc, on n'est plus à l'échelle du logement, on passe sur le réseau HTA, les premiers retours d'expérience avec Jonathan Chaud et Fabien Bouvet qui nous rejoignent, que vous devez, je pense, bientôt voir à l'écran. Voilà, on va leur donner la main également. Je crois que c'est Fabien Bouvet qui entame ce sujet avec la question première qui est aujourd'hui, on a parlé un peu aujourd'hui d'autoconsommation collective et de HTA. On s'est dit que ça n'était aujourd'hui pas accepté, pas dans les normes, mais en autoconsommation individuelle, c'est tout à fait possible. La question qui se pose, c'est à quelles conditions, comment on met en œuvre, techniques, financières, fiscales, voilà, et pourquoi est-ce que parfois des projets qui pourraient être d'ampleur, de rentrer sur du marché HTA ou d'évacuer leur production en moyenne tension, finalement sont réduits, entre guillemets, pour rester sur un niveau de tension inférieur, et donc un niveau de capacité installée inférieur, du fait qu'il y a des règles qui peuvent entraver le développement de projets d'autoconsommation sur ces capacités-là. Donc Fabien, je pense que vous commencez. Non, c'est Jonathan. On est plutôt convenu que c'est moi, mais peu importe. C'est moi qui me suis. Oui, bonjour à tous, mais Jonathan, si tu veux démarrer, je t'en prie. Allez, Jonathan, on vous donne la main de suite sur les slides et on vous laisse la parole. Super, merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci de me permettre de participer à cet événement. Donc effectivement, comme vous l'avez présenté, David, on va essayer d'illustrer un petit peu ce que peut être une opération d'autoconsommation individuelle, donc sur un client raccordé en HTA, puisqu'en l'occurrence, le projet que je vais vous présenter est dans ce cadre-là. J'essaie juste de voir mon propre écran, parce que pour le moment, je me vois moi, ce qui n'est pas très pratique pour faire. Ok, c'est bon. Donc voilà, oui, l'idée c'est de vous présenter assez brièvement pour qu'on ait le temps d'échanger ensuite le projet de la STEP de Château-Renard. Donc c'est un projet en autoconsommation. Donc deux mots rapidement sur moi. Donc je suis Jonathan Chaud, de la société Tissilio. Je suis un des associés de la société. Donc rapidement, on est une petite équipe à taille humaine, une dizaine de personnes. Une équipe qui est expérimentée, spécialisée sur le solaire photovoltaïque, avec plus de 10 ans dans le secteur pour les 4 associés. Et on a la particularité d'apporter une pluridisciplinarité à nos clients, puisqu'on couvre les volets techniques, juridiques, commerciaux et financiers des projets. Donc on peut accompagner nos projets sur toute la chaîne de valeur des projets solaires photovoltaïques. Et ce, en France comme en Afrique, puisque comme vous le voyez en dessous, on est présent donc en France et en Afrique. Notre proposition de service, c'est de valoriser le potentiel solaire de nos clients, donc comme je l'ai dit, tout au long de la chaîne de valeur. Et donc du coup, en France, on le fait sous forme de conseils principalement. Donc on fait de l'assistance maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre pour des clients qui sont, donc pas pour le particulier évidemment, mais pour des clients B2B, donc des industriels, des collectivités ou des entreprises. Donc voilà, on n'intervient pas, on n'est pas directement constructeur, on est uniquement conseil sur ce marché français. En Afrique, en revanche, où le marché est beaucoup moins mature, on vient avec une solution beaucoup plus clé en main, où on va faire de la vente de centrales clé en main, de la location d'actifs, donc on préfinance les installations, ou de la vente d'électricité, où on vient en fait, là on va encore plus loin dans le modèle, dans l'intégration du modèle, et on vend directement l'électricité aux clients, principalement industriels. Voilà pour Tissilio. Donc le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un projet qui a été réalisé sur la commune de Château-Renard, dans les Bouches-du-Rhône. Donc c'est un territoire qui est bien ensoleillé.
avec une commune qui est très en pointe sur le solaire photovoltaïque. Ils ont une centrale au sol raccordée réseau fait de façon classique sur leur commune, et ils sont très engagés vers les énergies renouvelables de façon générale, et le solaire photovoltaïque en particulier, puisqu'ils ont mené plusieurs études de potentiel sur leur territoire. Donc, quand on les a rencontrés, en fait, ils avaient une vraie volonté de faire du solaire, et ils avaient déjà en fait obtenu une subvention pour un projet sur la station de traitement des eaux, donc que l'on voit sur la photo à droite ici. Et donc cette subvention avait un délai qui courait. On s'est rencontrés pour la première fois donc en juin 2018, et la subvention nécessitait que l'ensemble des factures liées au projet soient payées par la commune avant la fin du mois de mars 2019. Donc il y avait une vraie contrainte de délai, et il y avait une vraie ambition de faire du solaire. Donc c'est un site qui est en périphérie de ville, donc pas tout à fait au cœur de la ville, mais malgré tout avec des problématiques d'accès qui sont pas simples, puisque le site est pas très facilement accessible. C'est un site qui est raccordé donc en HTA avec une puissance souscrite sur le site de l'ordre de 265 kVA. C'est un site qui par principe, quand on connaît un peu le fonctionnement d'une station d'épuration, c'est un site qui a peu de variations hebdomadaires et saisonnières de sa courbe de consommation. Donc, a priori, un site propice au solaire et en particulier à l'autoconsommation. Donc ça, c'était un peu le cahier des charges qu'on avait au départ. Donc, comment est-ce qu'on s'y est pris? Donc, on a fait une première phase d'étude qui s'est déroulée sur l'été, en fait, donc juillet-août 2018, qui a été assez longue, parce qu'il a fallu, comme sur tous les projets de ce type-là, parcourir les différentes étapes qui nous permettent de définir la solution idéale pour le client. Donc ça passe par beaucoup d'échanges avec le client, avec une première phase de définition du potentiel solaire du site. En fait, le site est assez grand. Il y avait un projet en toiture qui avait été envisagé initialement. D'ailleurs, la subvention avait été octroyée pour faire un projet en toiture, mais il y avait aussi tout un potentiel sur le sol, sur l'emprise foncière détenue par la commune autour de la station. Donc, on a défini ce potentiel, on a vu quel était le maximum possible en termes de solaire, et puis ensuite, on a fait l'analyse classique de l'autoconsommation, qui consiste à analyser la consommation, à projeter les courbes de charge, pas seulement de prendre la courbe de charge passée, mais aussi de la projeter et de prendre en compte donc les évolutions de consommation, que ce soit à la hausse parce que la population grandit, mais aussi à la baisse parce qu'il y avait des actions de maîtrise de l'énergie qui avaient commencé à être menées par la collectivité. Ensuite, on a fait plusieurs scénarios, plusieurs tailles de projets en toiture au sol. Très vite, on a écarté la toiture et on s'est concentré sur le sol, qui était plus en rapport avec le besoin de la commune, et puis aussi avec l'enveloppe de la subvention qui était octroyée. On a fait une analyse économique. Alors, bien que le projet était subventionné en partie, on a voulu prouver que le projet que l'on faisait, et c'était aussi une volonté de la commune, on a voulu prouver aussi que le projet était rentable sans subvention. Donc, on a fait une analyse économique qui était avec et sans subvention pour pouvoir démontrer cela à la commune. Donc, on a fait toute cette partie analyse économique des différents scénarios, donc des différentes configurations qui avaient été définies à l'étape précédente. Tout ça pour pouvoir proposer aux clients la solution qui nous paraissait la plus pertinente, tout en étayant ce choix. Donc voilà, ça c'était la phase étude. On a ensuite développé. Voilà, ici, juste illustrer rapidement, donc pour que vous ayez un peu une idée de la courbe de charge, de la courbe de charge d'une station d'épuration. Donc ça, c'est juste un exemple un petit peu de la partie étude. Ici, on voit donc la courbe de consommation en bleu. Ici, c'est la production solaire sur une belle journée d'été pour 75 kW crête, qui était le scénario bas qu'on avait étudié, et ici, un scénario à 249 kW crête. Donc voilà, ça c'est juste pour vous illustrer un petit peu la courbe de charge. On voit qu'elle est en dents de scie, donc pas évident de savoir quel est le meilleur scénario en termes de puissance à retenir, puisqu'on pourrait se dire on reste sous le talon, et donc on reste sur 75 kW crête, qui est un projet très peu ambitieux, avec un très fort taux d'autoconsommation évidemment, mais un très faible taux d'autoproduction en revanche.
et à droite, un projet à 249 kW crête, donc qui bien sûr couvre plus, mais dont une partie de l'électricité ne peut pas être autoconsommée. Voilà. Donc, donc suite à cette phase d'étude, donc il a été décidé de partir sur un projet qui maximisait l'enveloppe, qui maximisait le taux d'autoproduction. C'était l'image que la commune voulait donner de ce projet. Et puis, c'était aussi finalement, financièrement, pas forcément en termes de TRI, mais en termes de volume d'investissement, le projet qui était le plus intéressant pour la commune. Et donc, on est parti sur ce projet. Donc, on s'est lancé dans la phase de développement du projet. Donc à la rentrée, donc fin d'été et la rentrée, on a démarré donc le développement avec donc bien sûr la partie urbanisme, des déclarations préalables, les démarches de raccordement, une étude d'incidence Natura 2000 puisque le site était pour partie en zone Natura 2000, donc on a dû faire une étude Natura 2000. Comme on le voit ici sur cette petite photo-là. Et il a fallu prendre aussi en compte les risques PPRI, puisque le site était concerné par une zone d'aléa. Que l'on a pris en compte dans le développement du projet et également donc dans la suite, dans la conception technique. Ensuite, très vite, on a dû en fait aller très vite puisque la deadline approchait. La deadline était pour une mise en service au mois de février, tout début mars, pour pouvoir solder tout avant la fin mars. Et donc on a très vite donc conçu l'installation. On était en plus dans le cadre d'un marché public de travaux puisque la commune est une entité, une collectivité, et donc il a fallu qui est soumise au code des marchés publics, et donc il a fallu du coup passer par le marché public, et donc on a très rapidement rédigé les différentes pièces. Il y a eu une très bonne collaboration avec la commune, sans quoi le projet on aurait loupé la deadline. Voilà, grâce à cette super collaboration, on a pu avancer assez vite sur cette phase-là. Donc, on a pu sélectionner les entreprises au mois de novembre, et puis ensuite, on a pu démarrer le chantier. Voilà, le chantier, c'est un chantier assez simple, assez classique pour une centrale au sol. Voilà, la seule contrainte réellement, ça a été un petit peu la contrainte, comme je disais au début, la contrainte d'accès au site, puisque le site n'était pas très accessible. Il a fallu décharger l'ensemble de la structure un petit peu en amont du site avant de faire un transbordement pour arriver jusqu'au site. Bon, c'est pas grand chose comme contrainte comparé à ce que Fabien va vous présenter juste après, mais voilà, c'était la seule contrainte particulière à noter pour ce chantier, mis à part le fait qu'il fallait qu'il aille vite. Donc en fait, le chantier a été fait grosso modo en un mois, mais bon, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel pour une centrale au sol de cette taille-là. Voilà, donc on a fini donc du coup le projet donc en février 2019, et il a pu être mis en service dans la foulée, et la commune a donc pu bénéficier de la subvention pour laquelle elle avait été lauréate quelques années plus tôt dans le cadre des territoires énergie positive. Voilà, donc on a au final un projet qu'on a décidé de faire à 249 kW crête. On s'est limité à 249 kW crête. Pourquoi? Notamment pour pas mal de questions que je vais aborder juste après dans les challenges et les limites un petit peu les contraintes qui ont amené au dimensionnement de ce projet. Le modèle, donc c'est un modèle d'autoconsommation totale. On a opté également pour ce modèle-là pour des raisons de timing. Au final, donc les chiffres, c'est un taux d'autoconsommation de 77%, d'autoproduction de 34% et des économies d'environ 18 000 € par an pour la commune sur ce projet. Une fois que le projet était en place, alors du coup, comme je vous l'ai dit, on est sur un modèle d'autoconsommation totale. Donc c'est-à-dire qu'on voit bien 77% de l'énergie théoriquement produite qui est réellement autoconsommée, ce qui veut dire que du coup, il y a quand même 23% de l'énergie qui est aujourd'hui perdue, bridée, ce qui est un peu dommage. Donc, on a cherché à valoriser le surplus dans le cadre de ce projet, et on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça de valoriser le surplus. D'autant plus que la commune en fait a une prévision d'augmentation de consommation qui est assez forte, de l'ordre de 2% par an, 2-3% par an, ce qu'on a pris en compte dans les modélisations, et qui fait que valoriser le surplus sur un projet comme ça n'est pas simple. Alors bien sûr, quand on est en toiture et en dessous de 100 kW crête aujourd'hui et puis en dessous de 500 demain, le surplus est automatiquement racheté, donc c'est beaucoup plus simple. Là, sur une centrale au sol de 250 kW crête, c'est plus compliqué.
on a regardé ce qu'on pouvait faire et en fait, on se rend compte qu'on est soumis à pas mal de contraintes finalement, à pas mal de frais fixes, puisque il y a des frais il y a déjà la commercialisation de l'électricité qui se fait à un tarif qui est bien sûr pas très élevé, hein, qui est grosso modo le spot pour la plupart des acheteurs qu'on a interrogés dans le cadre de cette petite étude. Ensuite, on a des frais du coup d'accès au réseau, parce que finalement, du coup, on n'est plus en autoconsommation totale, donc il nous faut accéder au réseau Enedis. Donc ça engendre des frais de raccordement. Et ensuite, on a évidemment, du coup, du fait de ce raccordement, des contraintes qui sont l'IFER et plus maintenant, mais qui auraient pu être pour des projets plus gros, le S3R ENR. Donc tout ça mis bout à bout, plus des frais évidemment d'études, hein, pour mettre en place la valorisation du surplus. Donc en fait, on se rend compte que cette valorisation de surplus n'est pas évidente, mais elle est néanmoins possible. Si on regarde, en fait, on a fait 3 scénarios ici. On a fait un scénario donc où virtuellement on bridait l'installation, ce qui n'est pas possible, hein, juridiquement, mais juste pour illustrer un peu le propos, c'est pas 100 kW, hein, c'est 100 kVA de raccordement. Donc en fait, virtuellement, on a dit, imaginons que la centrale ne puisse injecter, donc en fait se bride en injection à 100 kVA. Qu'est-ce que cela donnerait? Donc du coup, dans ce scénario-là, on considère qu'on ne paye pas d'IFER, qu'on se raccorde mais qu'on ne paye pas d'IFER. Et donc on voit là que du coup, ça c'est donc la courbe représente les gains cumulés en euros d'économie pour la commune, enfin de valeur de vente de l'électricité pour la commune tous les ans. Donc c'est un cumul. Donc on voit bien que ça monte. Bon, la courbe monte mais ralentit, puisqu'évidemment il y a de moins en moins de surplus qui peut être valorisé, puisqu'il y a une autoconsommation qui est de plus en plus grande, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, la commune a une prévision d'augmentation de consommation qui est assez rapide. Donc on voit pour cette injection à 100 kVA qu'en fait ça monte en fait finalement tout le temps, et qu'on a des gains qui sont quand même qui sont pas énormes mais qui sont quand même substantiels, sur lesquels il serait dommage de faire une croix. En revanche, donc ça c'est un scénario théorique, puisqu'en fait en pratique aujourd'hui on ne peut pas brider l'injection à 100 kVA. On est obligé du coup de déclarer à Enedis l'ensemble de la puissance crête de l'installation et de la puissance du coup d'injection des onduleurs, donc qui là en l'occurrence est de 240 kVA à Enedis, et donc du coup on est soumis donc à l'IFER. Alors cet IFER effectivement il va changer, donc si on le fait donc cette année encore, donc on est dans le tarif de l'IFER d'aujourd'hui. Si on le fait à partir du 1er janvier 2021, on aura l'IFER réduit, ce qui permet du coup de faire quelque chose qui tient la route. En revanche, si on reste dans le cadre de l'IFER d'aujourd'hui, on voit que la valorisation du surplus n'est pas spécialement intéressante, puisque en fait on peut le faire pendant quelques années, pendant qu'il y a un volume de surplus qui est suffisant, mais à partir de la 12e année, là, on voit qu'en fait, le revenu cumulé baisse, c'est-à-dire qu'en fait, les coûts diffèrent plus les coûts d'accès à la commercialisation, les coûts d'accès au réseau, etc., sont plus élevés que la valorisation de la vente du surplus. Voilà, donc ça, c'est juste un petit aparté, mais qui montre un petit peu les problématiques liées à ces projets. Alors oui, juste pour rappel à tout le monde, effectivement, sur la question de l'IFER, vous mentionniez le changement qui est à venir au 1er janvier 2021, effectivement avec un taux moindre d'IFER qui est appliqué. Mais juste pour rappel des règles à tous, effectivement, quand on est en autoconsommation totale, il n'y a pas d'IFER qui s'applique. Par contre, au premier kilowattheure injecté, il y a un IFER qui s'applique sur l'ensemble de la puissance de la centrale. Et donc là, les 250 kg. Quand bien même, il n'y a que quelques pouillèmes de kilowattheure injectés tous les ans. C'est tout à fait juste. Ouais. C'est d'où effectivement les conclusions auxquelles on arrive ici, dépendamment du scénario qui est choisi. Tout à fait. Merci de la précision. Donc voilà. Donc pour revenir du coup un peu un step en arrière. Donc le bilan de ce projet, c'est que il y a des points positifs. Donc notamment le fait qu'en fait un projet finalement d'autoconsommation peut se faire très vite. Quand on choisit les bonnes, quand on fait les bons choix au départ. Donc là, en l'occurrence, on a fait des choix qui sont d'aller sur une puissance qui est inférieure à 250 kW crête d'un point de vue urbanisme pour éviter
l'étude d'impact, hein, qui évidemment n'aurait pas permis de réaliser le projet dans un délai aussi court. On n'a pas fait d'injection du tout, donc on est en autoconsommation totale, comme on vient de le dire, pour justement s'éviter les délais de raccordement, parce que mine de rien, les délais de raccordement en injection, même si en théorie il n'y aurait pas eu de gros travaux de raccordement, il y a quand même l'instruction de la demande, etc., qui prend un certain temps. Donc pour s'éviter tout risque de ce côté-là, on est allé en autoconsommation totale, ce qui permet d'aller quand même malgré tout plus vite avec Enedis, même si c'est pas toujours simple. C'est quand même plus rapide. Donc voilà, ça c'est un peu sous cette partie rapidité. C'est vrai que voilà, un projet peut se faire vite, il faut garder ça en tête, y compris avec une entité publique, hein, ce qui est pas forcément toujours évident. Mais on se rend compte qu'en travaillant de façon intelligente, et puis surtout quand il y a une volonté politique forte, les choses peuvent aller très vite. Je peux juste ajouter un point aussi, c'est que la capacité d'investissement est là. Vous parliez des subventions tout à l'heure, mais la capacité d'investissement est là, elle ne compte pas sur une valorisation des électrons derrière. Ça, c'est dans les points du bilan aussi, je pense, à noter. C'est que l'argent est là pour investir sur le projet PV qui est décidé. Oui, tout à fait, absolument. Tout à fait. Donc voilà, c'est dans la même lignée. Donc il y a une rentabilité du projet qui est là, hein, effectivement. Même sans subvention, on a pu montrer à la commune que c'était possible de faire ce projet de façon rentable, hein. On avait des TRI du projet sur 20 ans qui étaient largement finançables et puis largement acceptables pour la commune, voire pour des investisseurs tiers. Après 18 mois d'exploitation, là aujourd'hui, on est toujours conforme au bilan. On continue de suivre l'installation pour le compte de la commune, et donc on voit qu'on est totalement conforme aux prévisions sur les taux d'autoconsommation, sur les taux d'autoproduction. Donc on est en ligne pour justement pour valider cette rentabilité dans la pratique. Sur les points négatifs, alors c'est pas des gros points négatifs, mais malgré tout, on a trouvé dommage de ne pas pouvoir valoriser la totalité de la surface disponible, puisqu'en fait il y avait encore de la place à l'arrière de la station qui aurait pu être valorisée dans le cadre de ce projet, mais on a dû limiter pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est toujours un peu dommage de ne pas valoriser. Dès lors qu'on fait un projet, autant maximiser la puissance installée, aller sur le maximum. C'est toujours de l'électricité qui a un coût marginal qui est faible, donc autant la produire et la valoriser. Mais malheureusement, le cadre réglementaire d'aujourd'hui ne permet pas de faire cela. D'ailleurs, à ce sujet, une petite question complémentaire qui nous arrive sur le module de questions. Est-ce que du coup, pour le surplus, du stockage a été envisagé, ou est-ce que ce n'était pas du tout dans le scope de la volonté de Châteaurnat? C'est une super question. En fait, l'étude que l'on a faite du coup après coup, donc celle dont je vous ai présenté rapidement un petit résultat sur la valorisation du surplus, on a effectivement étudié deux pistes de valorisation du surplus. La piste donc vente du surplus directement sur le réseau, et la variante stockage. C'est quelque chose qui a été étudié, mais qui est encore moins rentable pour le moment que la vente sur le réseau. C'est notamment lié au fait, alors ça, on n'est pas allé aussi loin que ça, mais de ce qu'on a vu, de ce qu'on a modélisé, c'est principalement dû au fait que le taux d'autoconsommation baisse, c'est-à-dire que le taux de surplus, le volume de surplus à stocker du coup d'année en année diminue, et qui fait que la batterie est pas rentable. Alors on l'a regardé, et on l'a regardé d'autant plus que la commune nous dit être en mesure d'avoir des subventions supplémentaires pour ce type de projet. Donc du coup on l'a regardé et on lui a fait des propositions en ce sens, et elle travaille elle de son côté à potentiellement obtenir des subventions pour faire un projet de ce type-là qui permettrait de tester une batterie, et on l'a fait sur différentes technologies de batterie. Donc on l'a fait sur des batteries, sur des batteries type un peu conventionnelles qui sont utilisées aujourd'hui, qui sont principalement le lithium-ion, mais on l'a fait aussi sur d'autres technologies de batterie, des batteries flux, des choses comme ça, pour essayer de faire un démonstrateur. Alors, du coup, les coûts augmentent encore plus, la rentabilité encore plus, mais c'est peut-être des choses qui permettent du coup d'aller chercher des subventions pour faire des démonstrateurs. Donc oui, c'est... Oui. Allez-y. Et oui, juste pour conclure là-dessus, du coup, c'est aussi érodé par le modèle économique et les prévisionnels, qui fait qu'il y a un surcroît de consommation à venir.
qui est prévu, et donc du coup beaucoup moins de surplus à stocker à l'avenir. C'est ça. Ouais, c'est ça qui fait. C'est pour ça que je ne peux pas répondre à la question de savoir si la consommation était stable, est-ce que la batterie serait rentable. On n'a pas poussé l'exercice jusque-là. Mais voilà, là en l'état, le projet ne permettait pas de dégager une rentabilité avec la croissance de la consommation qui est prévue pour le moment. Ok, donc voilà, donc effectivement, donc cette valorisation de la totalité de la surface n'a pas pu être réalisée. Valorisation simple du surplus, donc ça on l'a expliqué juste avant, c'est quand même assez complexe et finalement pas très rémunérateur de valoriser le surplus. En tout cas aujourd'hui, et sur des projets au sol. Hein, demain on a vu qu'avec le futur arrêté tarifaire à venir, ce sera sûrement plus simple sur des projets de type bâtiment. Donc on a identifié donc pas mal de freins. Bon, ça rejoint un peu le premier point. Donc on a pu identifier un certain nombre de freins qui poussent quand même, en tout cas a fortiori sur du sol, à rester en dessous de la barrière des 250 kW crête. Voilà. Donc ça c'est pour le bilan du projet. Et pour terminer, j'ai juste une dernière slide. Voilà, qui prend encore un peu plus de hauteur, qui sort un peu du cadre du projet en tant que tel. Pour essayer de voir un petit peu pour généraliser un petit peu et voir un petit peu quels sont un petit peu les facteurs clés de succès, les facteurs limitants et les challenges de ces projets d'autoconsommation individuelle pour des clients qui sont raccordés en HTA. Donc, les facteurs clés de succès, c'est un peu des facteurs clés qui sont communs aux autres, à tous les projets. Il n'y a rien de bien nouveau là-dedans. Donc, il faut bien étudier et comprendre les besoins du client, parce que chaque client, finalement, en autoconsommation, et sur le photovoltaïque d'une façon générale, a finalement des besoins et des attentes qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, il faut bien identifier ce que le client veut. Ce n'est pas toujours la rentabilité qui est le facteur clé, le facteur qui permet d'optimiser le projet. Donc, il y a des optimums qui se trouvent en fonction de différents critères. Il faut bien comprendre les critères du client pour pouvoir avancer. La phase d'étude, elle est primordiale. Alors, c'est vrai que ça paraît peut-être un peu surdimensionné. C'est vrai que quand on regarde ce projet-là qui s'est du coup déroulé sur 8 mois, grosso modo, on a pris 2 mois pour faire les études, donc ça peut paraître long, mais en même temps, c'était important et c'était indispensable pour pouvoir convaincre la commune qui faisait le bon choix, qui partait sur le bon projet. Et puis bien sûr, après en phase d'exécution et puis en phase aussi d'études, il faut prendre en compte toutes les contraintes possibles, imaginables qu'il peut y avoir sur ce type de projet. On l'a vu, on n'est pas entré dans le détail, mais les histoires de PPRI, etc., ont impliqué pas mal de contraintes sur le projet, sur la mise en œuvre du projet, puisqu'il a fallu surélever l'ensemble des équipements, etc. Donc voilà, il y a plein de contraintes à prendre en compte qu'il faut pas négliger. Sur les facteurs limitants, donc qui limitent en fait le développement de ces projets-là, ce qu'on voit, c'est tout d'abord le prix d'achat de l'électricité, puisqu'en HTA, les clients payent généralement un kilowattheure qui est relativement peu cher. Donc ça limite un petit peu le nombre de projets qu'on peut faire dans ce segment de marché-là. L'étude d'impact, bien sûr, sur les projets au sol, ça on en a parlé. Les contraintes d'Enedis pour des puissances qui sont supérieures à 250 kVA, ça Fabien nous en parlera un petit peu après. Voilà, il y a des vraies contraintes, il y a des vrais sujets là-dessus qui viennent renchérir les coûts des projets et donc limiter leur faisabilité. Et puis donc on en a parlé assez longuement, donc la faible valorisation du surplus aujourd'hui, liée notamment à l'IFER et puis dans une moindre mesure les S3R ENR et les frais fixes de commercialisation. Les S3R ENR, c'est payé une seule fois au départ, mais malgré tout, on y serait soumis si on faisait un projet supérieur à 250 kVA. Avec raccordement, avec injection du coup d'une partie du kilowattheure. Donc les challenges pour la suite, du coup, ça c'est connu. Donc l'augmentation du seuil du guichet ouvert pour qu'on puisse valoriser le surplus au moins sur des projets bâtiments. Si on pouvait élargir l'arrêté tarifaire au sol, ce serait effectivement un plus pour ce type de projet. Et puis la possibilité d'appliquer un bridage réglementaire. Quand je dis bridage réglementaire, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que est-ce qu'il ne serait pas possible de pouvoir justement permettre de ne se raccorder en injection qu'avec une partie de la puissance, c'est-à-dire que dire on a 250 kW crête,
240 kVA d'onduleurs. Est-ce que c'est possible de se brider à 100 kVA et de n'injecter que 100 ou 99 kVA, ce qui serait suffisant pour valoriser le surplus, tout en évitant de rentrer dans le paiement récurrent de l'IFER notamment. Voilà pour les différents retours d'expérience que l'on peut faire sur ce type de projet de notre côté. Je laisse la main du coup à Fabien, sauf s'il y a des questions immédiatement. Alors, il y a plus de questions immédiates, donc on va passer tout de suite la main et la présentation à Fabien Bouvet. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan, pour cette présentation et cette bonne synthèse des enjeux qui, effectivement, sont nombreux sur ce segment et sans doute plus que ce qu'on imaginerait intuitivement, effectivement, où on se dit que finalement, faire de l'autoconsommation, notamment pour des acteurs industriels, par exemple, au-delà de 150 kg, c'est quelque chose qui pourrait être naturel et on voit les enjeux sur le sol, sur la toiture, sur les surcoûts IFER et autres qui peuvent s'appliquer. Donc voilà, je vois que Fabien, a priori, est prêt pour intervenir. Normalement, votre micro est ouvert. Oui, bonjour à tous. Merci. Merci. Merci de nous laisser la parole. Donc, je vous propose un témoignage sur un projet en centre urbain, sur un centre commercial. Alors, tout d'abord, je vais me présenter, donc Fabien Bouvet, directeur des opérations de l'entreprise Réservoir Sun, jeune entreprise avec deux acteurs de référence du milieu du solaire, puisque nos actionnaires sont Engie et GreenYellow. Et donc, nous sommes une société qui a 2 ans maintenant et qui est implantée à plusieurs endroits de la France, mais dont le siège social est à Marseille. Voici le sujet que je souhaite vous présenter cet après-midi. Donc, les terrasses du port, un centre commercial bien connu des Marseillais, qui est en service depuis maintenant 5 ans. Pour vous situer le sujet, donc d'un côté la mer, le port en l'occurrence, de l'autre côté le quartier Euroméditerranée et la centrale solaire à installer donc sur le toit de ce centre commercial. Pour que vous situiez un peu mieux, puisque je vais parler des contraintes du milieu urbain, voilà, en dynamique, vous voyez comment est implanté ce site avec de chaque côté le port de Marseille et donc la mer derrière et le quartier Euroméditerranée. Donc c'est un centre commercial ouvert fin 2014 qui appartient au groupe Amerson. 61 000 m² en tout de commerce, de restaurants et d'espaces de loisirs. Dès la construction, en fait, il avait été prévu de mettre des panneaux solaires sur ce centre commercial. Pour diverses raisons, le projet n'a pas pu voir le jour au tout démarrage de l'ouverture, mais néanmoins, le client avait toujours en tête, évidemment, de mettre du solaire. Et donc, une structure métallique était déjà présente sur la toiture terrasse sous la forme de sheds métalliques, inclinée à 30 degrés, plein sud, et la surface totale de ces sheds disponibles pour installer du solaire est de 7000 m² en toiture. Donc là, nous, le sujet, c'était d'installer une centrale solaire en autoconsommation, hors mécanisme d'aide. Donc, on ne se situe pas en fait dans l'appel d'offres creux autoconso, on se situe hors de tout mécanisme. La puissance installée donc est de 963 kW crête. Je vais y revenir un petit peu après. Donc le contexte, vous l'avez vu sur le film qui vient de passer en 3D, hein, proximité des voies rapides et des ferries, exposition au vent fort
est quand même relativement fréquent. Le Mistral à Marseille est quand même présent un certain nombre de jours par an. Et qui plus est, un environnement marin, puisque la mer est à moins de 50 mètres. Donc tout ça fait un environnement quand même relativement spécifique. Le contexte propre au site, lui, eh bien, un accès difficile à la toiture, puisque, comme je viens de vous le dire, le site est enclavé entre le port de Marseille et une route, une voie urbaine qui passe devant l'entrée. Qui plus est, la partie portuaire est aussi une zone douanière. Le centre commercial, lui, est ouvert tous les jours de 5h30 à 1h du matin. Quand je dis tous les jours, c'est du lundi au dimanche, donc il n'y a pas de jour de fermeture. La fermeture a lieu uniquement 3 jours par an. Donc en termes de contraintes d'exploitation, c'est un petit peu délicat. Alors les attentes du client, Amerson mène une politique active en faveur des énergies renouvelables, comme c'est écrit. Les terrasses du port constituent pour Amerson l'étendard du groupe sur la partie énergie renouvelable, puisque au-delà du projet photovoltaïque qui est maintenant en service, il y a également un projet de méthaniseur, puisque les restaurants génèrent des déchets organiques et donc un méthaniseur va être installé également. Une gestion énergétique qui est totalement pilotée, avec des compteurs intelligents et le raccordement au réseau de chaleur Tassalia, qui en fait puise les calories dans l'eau de mer. Donc on est sur vraiment un exemple de volonté de développement des énergies renouvelables par Amerson sur ce site. Les attentes, quelles étaient-elles au-delà de cette volonté de développer les énergies renouvelables? Il y a une volonté de rentabilité sur ce projet. Amerson suit des contraintes budgétaires évidemment fortes et l'objectif est d'avoir un ROI inférieur à 10 ans. On va voir après qu'on est bien parti sur ce sujet et souhaitait également un taux d'autoproduction important qui, vous allez le voir, se situe en linéaire sur une année un peu plus de 20%. Rapidement, quelques chiffres clés. Donc, une consommation du site qui est de 6800 MWh, un talon moyen de 1000 kW. On a la chance d'avoir un productible de 1501 kWh par kW crête. Une puissance de la centrale, je l'évoquais tout à l'heure, de 960 kW, 963, donc ça donne une production, vous l'avez compris, de 1445 MWh. Le taux d'autoproduction, j'en ai déjà parlé, et donc on a une autoconsommation quasi de 100%, puisque le site se prête parfaitement à cette autoconsommation, et une surface couverte par les modules de 4550 m², ce qui fait une surface la plus importante en France pour un centre commercial urbain, en tout cas, ça c'est certain. Je reviens rapidement sur ce qu'a dit Jonathan tout à l'heure, les clés de succès sur la conception. Évidemment, les données de consommation du site pour pouvoir être certain du talon diurne, les données de production de la centrale et la surface disponible qui nous permettent de créer une centrale qui sera optimum par rapport aux besoins. Évidemment, en termes de conception, on est parti sur des onduleurs décentralisés. Le fait qu'il y ait trois groupes de sheds identiques nous a permis, avec les tableaux divisionnaires, d'avoir 3 parties de centrale en fait, qu'on peut faire fonctionner en tout ou partie, un tiers, 2 tiers ou évidemment la totalité de la centrale.
Donc, un petit zoom là sur le matériel qu'on a installé, donc du REC, Delta. Nous avons choisi de mettre un bac acier sur ces sheds pour des raisons de sécurité liées au vent et aux problématiques d'arrachement, très important. Évidemment, système de monitoring et du matériel Legrand pour l'électricité. Donc, comme je vous le disais, on a 3 groupes de sheds avec des tableaux divisionnaires et des onduleurs qui sont au pied de ces 3 groupes de sheds et un raccordement sur le TGBT qui se trouve également sur la toiture. Alors, au sujet du raccordement. Donc, nous, il était indispensable qu'on puisse se raccorder au plus proche de la centrale. C'est un bâtiment quand même de hauteur de 25 mètres et les transformateurs, pour la plupart, sont au sous-sol. Mais dans la conception, heureusement, il y a un TGBT très important sur la toiture et un transformateur sur la toiture. Donc, bien entendu, on a choisi de se raccorder sur ce TGBT qui est alimenté par ce transformateur de 2 MW. L'intérêt de ce choix, c'est que bien que le TGBT sur la toiture puisse absorber la très grande majorité de la production, l'électricité peut quand même repasser sur le transformateur et aller sur le réseau du client au-delà du TGBT qui se trouve sur la toiture. Je reviendrai sur ce sujet et aux éventuelles questions à la fin de cet exposé. Bien entendu, un système de zéro injection est installé et je reviendrai également sur le sujet, comme Jonathan l'a évoqué tout à l'heure, des contraintes liées aux centrales en autoconsommation supérieures à 250 kVA, contraintes qui nous sont imposées par le gestionnaire de réseau, en l'occurrence Enedis. L'organisation du chantier, alors là, elle est découpée en phases. Bon, toutefois assez classique, hein. On a d'abord traité le sujet des bacs aciers, ensuite le système de fixation, bien entendu. Il y avait aussi des travaux d'adaptation avec la mise en place de passerelles pour installer les onduleurs. Ensuite, la pose des modules, les travaux électriques, raccordement. Bon. Tout ça est du classique. Pour agrémenter mon propos, je vous propose de regarder de façon très rapide, puisque le chantier a duré 4 mois, mais vous voyez à travers ce time-lapse le déroulé du chantier et surtout, je vais y revenir après, l'organisation de ce chantier pendant la phase réalisation, puisque là, comme vous pouvez le voir, les grues ne sont présentes que la nuit, donc nécessite de notre part une grande organisation avec nos sous-traitants pour pouvoir optimiser ce sujet de la logistique et de pouvoir installer tout le matériel dans les temps voulus, puisque l'objectif du client était une réalisation finale des travaux pour fin janvier, chose qu'on a pu réaliser malgré la période qui n'était pas la plus favorable, puisqu'on a travaillé durant l'hiver, donc novembre, décembre, janvier, avec des moments malheureusement assez venteux, mais qui ne nous ont pas tant pénalisé que cela. Donc, les contraintes données par ce site d'exploitation, qui étaient fort importantes, l'accès du matériel en toiture, je l'ai dit, avec le grutage de nuit. Vous voyez sur la droite de l'écran un petit schéma. Cela nécessitait évidemment de créer un carnet de grutage pour pouvoir avoir les autorisations auprès du port. Vous voyez aussi qu'il y a 2 petites pastilles vertes qui correspondent aux espaces de stockage. Comme vous pouvez le constater, l'espace de stockage très réduit.
au regard de la taille de l'installation. Donc ça aussi, ça nécessitait une organisation sans faille pour pouvoir gérer ces espaces de stockage et la mise en place sur les sheds au fur et à mesure afin de pouvoir gruter à nouveau derrière et de pouvoir réutiliser ces espaces de stockage. J'insiste sur la problématique sécurité. Bien entendu, il était primordial pour Réservoir Sun et notre client que ce chantier puisse se dérouler en toute sécurité. Donc, ça a signifié la pose de filets de sous-face sous ces sheds. Ça a signifié évidemment une grande vigilance lors des grutages. Donc là, on a travaillé avec nos sous-traitants et avec le client sur ces sujets pour que le chantier puisse se passer en totale sécurité. Et c'est aussi une de nos fiertés, c'est que sur ce point-là, on n'a eu aucun accident à déplorer, même bénin. Donc le raccordement sur le TGBT du client. Donc pourquoi sur le TGBT, pourquoi pas en HTA? Donc l'avantage du TGBT est simplicité, coût, rendement également de la centrale. Après, se raccorder sur le TGBT, il y avait quand même des contraintes, évidemment. Obligation d'intervention de nuit dans un temps très limité, puisque, comme on l'a vu précédemment, le centre n'est fermé qu'entre 1h du matin et 5h30. Donc, il a fallu tout préparer, pouvoir couper uniquement pendant une nuit pour se raccorder sur le TGBT. J'en viens aux données de production. Donc là, on a vu la phase conception, la phase réalisation avec toutes ces contraintes liées au milieu urbain et liées au site en exploitation. Donc maintenant, la centrale est en service. Donc je vous propose de regarder sur les 3 derniers mois, quel est le résultat. Une centrale photovoltaïque, pourquoi faire et est-ce qu'elle répond en termes de production aux attentes du client. Donc là, sur ce schéma, vous pouvez voir le besoin en électricité en pourcentage. L'échelle est à gauche. Donc en fond bleu, c'est le soutirage réseau et en orange l'injection électricité d'origine solaire sur le site. Donc vous pouvez voir que certains jours en juin, on a pu atteindre sur la période midi 14h quasiment 100% d'autoconsommation, d'autoproduction solaire plus exactement. Donc là, un dimensionnement quasi parfait. Et ensuite, pourquoi la part du solaire diminue sur la part totale? Eh bien, forcément, le système de clim en juillet-août du centre est un petit peu plus poussé, donc une consommation un peu plus importante, et donc la part du solaire qui diminue par rapport au total. De plus, forcément, on a une production qui est un petit peu moindre du fait aussi de la chaleur et donc du rendement des modules. Oui, Fabien, si on a une petite question, c'est peut-être le moment de se la poser puisqu'on regarde les données de production, de consommation, justement sur les consommateurs ou le consommateur, parce que on est sur un cas particulier d'un centre commercial, donc a priori un certain nombre de clients potentiels, et pourtant on est sur l'autoconsommation individuelle. En tout cas, c'est comme ça que ça a été monté. Et donc, ces données de consommation du client, est-ce que c'est une partie de la consommation du centre commercial? Est-ce que c'est l'ensemble du centre réuni sur un même poste, point de livraison qui est en HTA? C'est l'objet de cette dernière session interactive. Voilà, ça fait partie des questions qui sont posées. Qui est derrière cette consommation finalement? D'accord. Alors, derrière cette consommation, c'est l'ensemble de la consommation du centre commercial. Ce n'est pas monté sous forme d'autoconsommation collective parce que le client, lui, si vous voulez, répercute l'électricité consommée par ses clients dans les charges.
Donc là, c'est un montage au niveau d'Amerson et de ses locataires qui sont dans le centre commercial, mais je confirme que c'est bien relatif à l'ensemble de la consommation du site. D'accord, donc il a bien un point de livraison unique et donc l'injection du PV se fait derrière le compteur. Tout à fait, tout à fait. On est bien sur une injection au niveau du TGBT privé, donc du client, un des 3 TGBT du client. Et donc, on est totalement sur une opération privée à l'intérieur du centre commercial. Merci, ça mérite d'être précisé, notamment pour évaluer, pour ceux qui nous suivent, la reproductibilité de ce modèle. Tout à fait, tout à fait. Alors après, on a aussi le cas dans certains centres commerciaux où en fait la puissance pourrait être moindre en termes d'installation de centrales solaires, mais ça serait au moins sur les communs. On a quand même des communs dans les centres commerciaux qui peuvent être conséquents. Donc ça peut aussi se reproduire. Je sais que suivant les clients, suivant les montages des centres commerciaux, parfois il n'y a qu'un seul point de comptage, en l'occurrence c'est le cas pour Amerson. Parfois il y en a plusieurs. Ça peut, si je prends une galerie commerciale avec un magasin qui pourrait être un magasin casino par exemple, on pourrait avoir le cas de deux ou trois points de livraison. En l'occurrence, là, ce n'est pas le cas, il n'y a bien qu'un seul point de livraison. Si je zoome rapidement sur le mois de juin, ça permet de voir dans le schéma du haut la cloche de production électrique solaire toujours en orange par rapport à la demande réseau. Et en dessous, vous avez le même schéma que j'ai présenté tout à l'heure, mais rapporté au mois de juin. Et enfin, cette diapositive sur une semaine, où en l'occurrence, vous voyez à l'extrême gauche, sur un seul jour, on n'avait qu'un tiers de la centrale en service. Et ensuite, l'ensemble de la centrale qui a été mise en service. Et vous voyez que sur la gauche, l'avant-dernier jour, on a une cloche parfaite. Donc un temps ensoleillé sans aucun nuage avec une partie d'autoconsommation qui est très conséquente sur la production totale, enfin sur la consommation totale du client. Et ce que j'ajouterais, c'est que c'est très intéressant votre présentation dans le sens où ça répond aussi à un écueil qui est fait parfois aux énergies renouvelables en général, c'est le caractère pilotable. Là, le fait d'avoir les 3 chaînes que vous évoquiez tout à l'heure avec la possibilité de moduler la puissance, ça répond aussi à cette question de la pilotabilité des énergies renouvelables et du solaire en particulier. Tout à fait, tout à fait. Donc, typiquement avec Amerson, quand on a conçu le projet, jamais on n'aurait imaginé un confinement et une fermeture du centre commercial pendant 3 mois. Oui, quasi 3 mois. Et donc, si cela devait se reproduire, typiquement, on peut tout à fait faire fonctionner la centrale sur seulement un tiers de sa capacité ou 2 tiers et répondre complètement aux besoins alors que le centre est fermé. Parce que bien entendu, même si le centre devait fermer, il y a toujours des consommations électriques. Et donc, c'est tout à fait ça. C'est l'idée de pouvoir piloter et de gérer la puissance sans être en tout ou rien. C'est effectivement un point à souligner. Voilà le slide sur 3 mois sur l'autoproduction. Donc sur la partie été, donc les 3 derniers mois, on constate qu'on est en moyenne à plus de 25% d'autoproduction, ce qui est quand même tout à fait conséquent, surtout sans stockage. Rapidement sur les performances de la centrale, sur une période de temps identique à celle que je viens de présenter, c'est-à-dire 3 mois, entre le réel et l'attendu,
eh bien, on constate qu'on est en surperformance de plus de 3%, 3,5%. Donc, ça contribue aussi à la satisfaction du client final, Amerson, à ce jour. Ouais, on a une petite question complémentaire, Fabien, puis on va s'acheminer vers la conclusion parce qu'on va arriver au bout du temps imparti aussi. Hein, donc, Oui. on va terminer votre présentation et j'ai une petite question complémentaire sur le modèle financier. Est-ce que c'est 100% investissement Amerson? Est-ce qu'il y a un modèle autre? Alors, sur ce cas spécifique, on est sur un modèle où Amerson a souhaité investir. Ça a été une discussion entre nous, puisque Réservoir Sun a un modèle entier investissement, bien entendu, sur l'autoconsommation. Mais pour des raisons propres à Amerson et surtout à son actionnaire, anglo-saxon, il a fait le choix au final d'investir lui-même. Avant de terminer, je pense que je me permets de faire un petit zoom sur le raccordement et le découplage, qui est quand même un sujet aujourd'hui sur l'autoconsommation de grande puissance. On est obligé évidemment de faire une déclaration, une demande de raccordement auprès d'Enedis qui permettent d'établir une convention de raccordement. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est pour ça que là je fais le zoom maintenant. Au-delà de 250 kVA, l'obligation d'un coffret de découplage. Et ça, c'est un point qu'il ne faut absolument pas négliger. En effet, ce coffret de découplage qui est demandé par Enedis, dans la logique Enedis, est demandé pour éviter tout îlotage interne. Et donc, ce coffret de découplage, eh bien, il va se présenter sous la forme d'un CPAM et évidemment aussi la nécessité d'avoir une référence courant et tension sur les cellules HTA du poste de raccordement. Donc ça, voilà, en termes de témoignage, c'est un point important à ne pas négliger puisque derrière, ça va forcément avoir une incidence financière et une incidence technique. Typiquement, il va falloir pouvoir installer l'étore de mesure sur la cellule HTA, donc à quel moment on peut le faire. Ça a une incidence sur le découplage entre la position de l'armoire TGP-TPV et le poste de raccordement. Donc tout ça est à prendre en compte et à bien avoir en tête pour des sites qui peuvent être des centres commerciaux, mais aussi pour des sites industriels ou des hôpitaux, puisque, comme je viens de le dire, techniquement, voilà, il faut en tenir compte, surtout si on a des grandes distances entre le poste de raccordement et la centrale. Ce n'est pas neutre du tout. Voilà, donc je me permettais juste ce petit zoom. Évidemment, s'il y a des questions, je peux y répondre. Ma conclusion sur ce projet, qui est un projet un petit peu hors norme, comme l'a dit Jonathan tout à l'heure, évidemment, adapter la réponse technique aux besoins et aux attentes du client. Bien sûr, la capacité à gérer toutes les contraintes d'un site en exploitation. Bon, celui-là, il y en avait quand même pas mal. Et ça, pour gérer ces contraintes, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est bien anticiper, prendre le temps de la conception, prendre le temps avant la réalisation de bien lister toutes ces contraintes et de mettre en place le plan d'action qui va bien en face, bien entendu. Beaucoup de rigueur et également, évidemment, de la flexibilité et de l'adaptation. J'insiste de nouveau, mais la sécurité, c'est également important, je pense, pour notre profession. Il est important de montrer que les entreprises qui font du solaire sont matures sur ce sujet, s'en préoccupent et que les travaux se font en toute sécurité.
Je pense que voilà, on a tous à y gagner sur ce sujet-là et qu'il faut montrer à l'ensemble de nos clients que nous sommes capables de faire des choses bien et en toute sécurité. Évidemment, un dimensionnement précis. Je reviens aussi toujours avec cette dimension de temps. Le dimensionnement, il doit être précis pour aujourd'hui, mais également pour demain. Et ça répond aussi aux attentes du client. Notre client attendait d'avoir des performances en ligne avec ses attendus, ce qui est le cas, et avoir un retour sur investissement inférieur à 10 ans. On sera indéniablement en dessous de 10 ans. Après, il va fluctuer évidemment aussi en fonction de la hausse des prix de l'électricité du marché ou pas. Certainement qu'elle va continuer à augmenter. Et donc, plus l'électricité de réseau va augmenter, bien entendu, plus l'autoconsommation sera intéressante pour le client. Moi, si je peux conclure là-dessus, c'est que l'autoconsommation solaire photovoltaïque, de notre point de vue chez Réservoir Sun, aujourd'hui, elle est tout à fait légitime et elle a sa place, aussi bien d'un point de vue technique que financier. Et donc, on espère pouvoir reproduire ce genre d'opération dans d'autres centres commerciaux, évidemment, et dans d'autres secteurs d'activité. Très bien, merci pour cette présentation d'un très beau projet en milieu urbain, avec toutes les contraintes que vous avez pu effectivement nous énumérer, et elles sont pas minces. J'ai une ultime petite question avant de libérer tout le monde et de clôturer cette université qui m'a été posée, enfin qui vous a été posée, pardon, qui dit si j'ai bien compris, le surplus repasse sur votre projet Réservoir Sun, repasse par le transformateur sur lequel est raccordée l'installation, donc qui est en toiture, et redistribué sur les autres transformateurs HTA du client, qui n'a du coup, lui, qu'un seul point de livraison. Mais si les autres transformateurs comportent des points de livraison différents, mais appartenant bien au même client, est-ce qu'on parlerait d'autoconsommation individuelle? Alors, je peux peut-être répondre. Un petit peu, voilà, ça fait, je pense qu'il faut y réfléchir 2 secondes. Je peux. Alors, la question, alors on est en HTA, donc il faudrait vérifier effectivement, parce que les règles en HTA et en basse tension ne sont pas tout à fait les mêmes, notamment du point de vue de l'autoconsommation collective, qui n'est pas aujourd'hui autorisée ni en injection ni en sous-tirage en HTA. En revanche, du point de vue, c'est un peu ce que j'avais dit sur une discussion précédente, du point de vue de l'administration fiscale, le même client égale autoconsommation individuelle, puisque autoproduction pour ses propres besoins, et donc du point de vue fiscal, et donc potentiellement l'IFER, etc., on serait sur le même client, donc de l'autoconsommation. En revanche, du point de vue du réseau, et notamment du TURP, dans la mesure où on serait sur des points de livraison différents, on ferait transiter les électrons par le réseau public entre ces points de livraison qui sont sur le domaine du gestionnaire de réseau. Et donc, on aurait à acquitter le TURP sur ces électrons, puisqu'ils refranchiraient la barrière, entre guillemets, du point de livraison qui est le point de comptage. Et donc, il faut signifier, dans le cadre d'une opération collective, à son fournisseur d'électricité que ces électrons sont de l'autoproduction et qu'il ne doit pas les facturer. Parce que, évidemment, le fournisseur d'électricité, il voit tous les électrons qui rentrent dans le compteur, il faudrait lui signifier que ceux-là ne doivent pas être facturés. Je vois pas d'autres questions. Bien que les terrasses du port, on a bien un point de livraison et qu'on est bien en réseau privé. Et donc, même si on est effectivement, il y a un surplus qui repasse par la HTA, on est bien toujours en réseau privé. Donc, le cas est un petit peu différent. Donc, on conclura donc en disant qu'il y avait beaucoup de complexité sur ce projet, mais que celle-ci n'en était pas une. Tout à fait. Il faut bien qu'il y ait des choses simples parfois, ou plus simples parfois.
mais c'était très intéressant. On est au terme de cette dernière session interactive de la 3e université de consommation photovoltaïque organisée par Enerplan et ses partenaires. Donc, on remercie bien évidemment tous les intervenants hier en table ronde, tous les intervenants aujourd'hui experts autour des duos, des 7 sessions de la journée. On a eu aujourd'hui plus de 600 personnes qui se sont connectées sur l'un ou l'autre des temps de discussion avec les experts. On a eu, alors je regarde les statistiques, on est au-delà des 160 questions posées sur la journée, donc les sujets intéressent, motivent, les experts ont été au rendez-vous et leur expertise a été très appréciée donc par les participants et par nous. Donc merci beaucoup. Vous êtes les derniers, donc vous avez droit aux remerciements en direct. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Merci de votre participation, votre implication. Merci aux participants qui ont posé des questions toutes plus pertinentes les unes que les autres. Je me suis contenté d'être le porte-voix de ces interrogations. Et donc rendez-vous l'année prochaine, rendez-vous avant ça pour retrouver évidemment tout ce qui aura pu être dit sur les plénières d'hier, sur les sessions interactives d'aujourd'hui. Merci de vous être adapté à ce format un peu particulier. On ne se retrouve pas physiquement et on n'échange pas en direct, en face à face, on est chacun derrière nos écrans. Et donc, rendez-vous l'année prochaine sur un format qui restera à définir. On verra où on en sera à ce moment-là, mais en tout cas, rendez-vous l'année prochaine et entre-temps pour continuer à échanger sur l'autoconsommation et les belles trajectoires que tout le monde a dessinées ces 2 derniers jours. Merci à vous. Merci pour l'animation. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir.